C'est un marché sur lequel il y a un gros paradoxe. En fait, c'est un marché immensément grand et croissant. Tu vois, le marché des protéines alternatives fait 20 milliards de dollars. Il est en croissance depuis un long moment. Comme il a été plein de promesses dans les dernières décennies, aujourd'hui, il y a un mouvement de doute autour de ce marché, puisque quelques entreprises porte-étendards ont fait des promesses non tenues dessus. Plus d'un Européen sur deux déclare vouloir végétaliser son alimentation. Et puis, si tu veux, la tension et le paradoxe que j'évoquais, c'est que tu as également 55% de ces Européens qui déclarent éviter la viande végétale parce que la considèrent comme trop transformée. C'est la crainte des consommateurs de se dire est-ce que je vais m'alimenter sainement? Est-ce que je vais créer des carences? Et nous, chez Edonia, c'est sur ce point-là qu'on répond, puisqu'on est la seule offre du marché qui arrive à croiser ce haut niveau de naturalité avec des performances nutritionnelles hors du commun qui viennent même dépasser celles de la viande en termes de teneur protéique. Salut Hugo. Salut Antonin. Tu es le cofondateur et CEO d'Edonia, une deep tech industrielle dans le secteur des protéines alternatives. Donc on va en parler aujourd'hui. On va parler notamment de votre stratégie d'industrialisation CapEx Light. Mais déjà, le secteur des protéines alternatives, c'est pas la joie en ce moment. C'est un marché sur lequel il y a un gros paradoxe. En fait, c'est un marché immensément grand et croissant. Tu vois, le marché des protéines alternatives fait 20 milliards de dollars. Il est en croissance depuis un long moment. Comme il a été plein de promesses dans les dernières décennies, aujourd'hui, il y a un mouvement de doute autour de ce marché, puisque quelques entreprises porte-étendards, c'est le cas de Beyond Meat par exemple, ont fait des promesses non tenues dessus. Donc c'est un marché qui est grand et sur lequel la proposition faite aux consommateurs ne trouve pas encore parfaitement sa demande, donc sur lequel il y a beaucoup de choses à faire. Et nous, avec Edonia, je vais avoir l'occasion de te le raconter, on s'inscrit parfaitement dans cette nouvelle génération qui vient profiter du moment de rebond tu vois, après un gros cycle de la hype, on est sur un moment de reprise autour de ce marché. Et on fait partie des entreprises qui vont inventer le renouveau. Et je le pense sincèrement, les offres qui vont vraiment trouver le fit avec ce qu'attendent les consommateurs. Parce que ce marché, il existe depuis plus qu'une dizaine d'années, même avant les Beyond Meat et les Impossible Burgers, c'est ça? Exactement, Impossible Food. En fait, on juge qu'on est dans le moment de la 3e génération de ces alternatives protéiques. La première était ce qui est apparu dans les années 80, 90, à partir de soja, donc des tofu, des choses qui faisaient la promesse d'une alimentation plus végétale, avec des expériences gustatives parfois un petit peu difficiles pour le consommateur. Et c'est à ce moment, si tu veux, qu'est apparue la nouvelle génération, portée par ces acteurs comme Beyond Meat par exemple, qui ont fait la promesse vous ne verrez pas la différence avec de la viande. On va créer à partir de matières protéiques comme le pois ou le soja des choses qui vont ressembler précisément à un steak, à tel point qu'en tant que consommateur, vous aurez l'impression de manger de la viande. Et ils l'ont fait avec des procédés alimentaires innovants, parfois avec de l'ultra-transformation, l'usage de nombreux ingrédients. D'un point de vue organoleptique, ça fonctionne plutôt pas mal. Je pense que tu t'y ferais prendre aussi. Aujourd'hui, ces entreprises sont un petit peu en difficulté, puisque cette course au mimétisme de la viande, elles l'ont fait au prix de l'impossibilité de trouver la parité prix avec les matières qu'elles cherchaient à substituer. L'usage de l'ultra-transformation, qui aujourd'hui s'inscrit vraiment en désaccord avec les attentes réelles des consommateurs, et donc sont un petit peu en perte de vitesse, parce que finalement désalignés avec les aspirations profondes des consommateurs, qui cherchent à végétaliser leur alimentation, certes, mais à le faire de plus en plus avec des matières saines, peu transformées, des ingrédients uniques, et puis des expériences authentiques. On est dans un mouvement du marché où en fait on ne cherche plus vraiment à créer des choses qui ressemblent exactement à la viande, mais plutôt du végétal bon, avec des vraies saveurs, des vrais goûts, des qualités nutritionnelles, sans passer par ces procédés d'hypertransformation. Donc ce qui explique la difficulté de ces entreprises, c'est ça, c'est des positionnements de prix difficilement alignés avec les attentes du conso, des modèles industriels qui ont parfois été trop grandiloquents par rapport à la réalité de la maturité du marché, et quelques éléments de déception du conso. Et donc la 3e génération, c'est celle dans laquelle s'inscrit Edonia, celle qui prend un végétal authentique, plus sain, toujours gourmand, mais qui dépasse un peu l'idée de juste mimer la viande. Les consos veulent vraiment végétaliser leur alimentation? Ça concerne tout le monde? C'est massif? C'est massif, c'est plus d'un Européen sur deux déclare vouloir végétaliser son alimentation. Donc tu as vraiment un mouvement clair et net là-dessus. Et puis si tu veux, la tension et le paradoxe que j'évoquais, c'est que tu as également 55% de ces Européens qui déclarent éviter la viande végétale parce que la considèrent comme trop transformée.
Donc tu retrouves un peu le déséquilibre que j'évoquais entre la proposition qui est faite aux consos et leurs attentes réelles. Et c'est pour cette raison principalement que les alternatives à la viande, les mimétismes, n'ont pris que 1% de part de marché à la totalité de ce marché-là. Et ça, si tu veux, compte tenu de l'urgence climatique qu'on a à transitionner, à végétaliser notre alimentation, c'est beaucoup trop lent. Et c'est pour ça que nous, en tant qu'entrepreneurs chez Edonia, on s'inscrit dans ce mouvement-là. C'est pour créer des solutions qui permettent d'accélérer ce mouvement dont le consommateur a envie et dont nous avons besoin en tant que société pour minimiser l'impact environnemental de notre système alimentaire. Et en même temps, on voit une croissance du secteur des lentilles, des légumineuses, parce que ça résout bien cette tension. Le fait d'avoir à la fois un produit naturel et en même temps plus chargé en protéines. Exactement, donc ça s'inscrit dans ce mouvement de proposer un végétal plus sain et plus simple, plus lisible aussi, tu vois, d'un point de vue liste d'ingrédients. La limite qu'on a autour des légumineuses, c'est la plus faible teneur nutritionnelle par rapport à de la viande. On travaille beaucoup avec la restauration collective, par exemple, qui cherche des solutions, pour le coup, non transformées pour végétaliser les menus servis en cantine scolaire, par exemple. Quand tu crées une bolognaise, pour prendre cet exemple, et qu'on te dit on va remplacer la viande hachée par des lentilles, le fait est que tu as besoin de mettre 2 ou 3 fois plus de lentilles que ce que tu aurais mis de viande hachée. Donc ça rend la végétalisation complexe si tu veux délivrer autant de protéines que doit le faire un plat qui nourrit des enfants à la cantine scolaire. Mais avec les légumineuses, tu es un peu en peine à trouver assez de nutriments par rapport à la viande. Donc ça a été toujours un frein du végétal pour aller chercher des parts de marché à la viande. C'est la crainte parfois justifiée des consommateurs de se dire est-ce que je vais m'alimenter sainement ? Est-ce que je vais créer des carences ? Est-ce que j'arrive à apporter assez de protéines et de micronutriments dans les assiettes pour végétaliser efficacement un menu ? Et nous, chez Edonia, c'est sur ce point-là qu'on répond, puisqu'on est la seule offre du marché qui arrive à croiser ce haut niveau de naturalité avec des performances nutritionnelles hors du commun qui viennent même dépasser celles de la viande en termes de teneur protéique, ce qui est une promesse qu'on est les seuls à faire sur ce marché aujourd'hui. Et comment tu craques le sujet de la naturalité? Ce que je comprends, c'est que naturalité, c'est l'opposé de l'ultra-transformation. Exactement, c'est comme ça qu'on le définit. Et alors, comment vous faites ça ? Ce qui est considéré comme de l'ultra-transformation, c'est l'usage d'ingrédients controversés. Je pense à la méthylcellulose, par exemple, qui est un agent texturant qui est beaucoup utilisé pour faire de la viande végétale. Ou alors de la fragmentation sélective, c'est de se dire, dans du soja, par exemple, je vais isoler la protéine pour ensuite faire un procédé d'extrusion qui va la faire gonfler pour créer de la texture. Je vais rajouter des arômes par-dessus pour qu'elle commence à avoir un goût un peu plus proche de la viande. Donc ça, c'est ce qui est appelé les procédés d'ultra-transformation dans le végétal. Il y a des degrés d'ultra-transformation où dès que tu passes à un certain seuil... Tu as des échelles qui le définissent, et puis tu as des labels qui le prouvent. Nous, par exemple, on travaille avec l'agence Goom, qui nous a délivré un label ingrédients simples, qui définit du coup cette catégorie d'ingrédients qui ne sont pas issus de l'ultra-transformation. Comment nous, on s'y prend pour répondre favorablement à cette attente du consommateur ? Déjà, on travaille avec une matière particulière, les microalgues, j'aurai l'occasion d'y revenir, je pense. Et puis, on a créé un procédé breveté qui s'appelle l'édonisation, qui nous permet de créer du goût, de la texture, sans passer par des additifs, des méthodes d'extraction et d'extrusion, sans aucun arôme, sans aucun agent texturant. Et c'est comme ça qu'on transforme de la spiruline en un ingrédient qu'on appelle Edo, qui a des caractéristiques propres et qui délivre du goût, de la texture, de la performance nutritionnelle, avec un très haut niveau de naturalité. Et donc ça, comment vous y prenez concrètement ? Écoute, si tu veux, le point de départ pour nous, c'est de se dire, il existe sur Terre une matière extraordinaire que sont les microalgues. On sait par exemple depuis plusieurs décennies que la spiruline est l'aliment le plus nutritif sur notre planète, très riche en protéines, très riche en micronutriments. C'est des matières qui sont également, on sait les cultiver avec un très faible impact environnemental. Tu as besoin de peu d'eau, peu d'énergie, peu de surface pour produire des rendements protéiques vraiment extraordinaires. Et en plus de ça, c'est des matières qui sont déjà autorisées en alimentation humaine. Parce que sur la spiruline, tu as plusieurs décennies d'historique de consommation en tant que complément alimentaire. Tu as des systèmes de supply, des gens qui savent la cultiver en fait partout sur la planète, plusieurs centaines de cultures de spiruline. Donc tu as une forme de disponibilité de cette matière. Pour autant,
tu n'as pas d'usage alimentaire grand public autour des microalgues. Et ça, c'est vraiment, nous, le problème qui, en tant qu'entrepreneur, nous a vraiment obsédés. C'est-à-dire, si on a toutes les raisons du monde d'en manger pour notre santé, pour des vertus environnementales, et que cette matière est disponible, comment ça se fait qu'on ne l'en trouve pas plus souvent dans nos assiettes? C'est un ingrédient qui était présent dans les cultures ancestrales, qui a été déjà consommé à large échelle par le passé? Oui, alors déjà, c'est la première forme de vie sur Terre, 3,5 milliards d'années. C'est les premiers organismes qui sont apparus sur notre planète, donc c'est vraiment à la base de tout notre système alimentaire et de tout le développement de la vie sur Terre. Et puis, on sait que c'est une matière qui a été consommée par les Mayas et les Incas quelques millénaires avant Jésus-Christ. Et puis ensuite, on a des traces dans l'histoire de l'humanité, au Tchad notamment dans les années 800, jusqu'aux années 70, en fait, où des recherches archéologiques ont permis de retrouver de l'historique de consommation de la spiruline. Et donc, on a fini par retrouver cette matière dans des lacs au Mexique. Les scientifiques ont fait des analyses nutritionnelles, se sont rendus compte que c'était l'aliment le plus nutritif qui existait sur notre planète. Et puis, ça a été le début d'un mouvement de popularisation de ces matières, puisqu'on a appris à reproduire leur mode de culture, donc à faire une forme d'agriculture. On peut appeler ça de l'algoculture, en l'occurrence, à savoir cultiver cette matière hors de son état naturel pour domestiquer sa culture et son usage. Et puis beaucoup de mouvements humanitaires dans un premier lieu. L'ONU, l'UNESCO se sont emparés du sujet, ont développé des fermes humanitaires. Et puis ensuite, une popularité en tant que complément alimentaire naturel, un usage en Occident principalement de la spiruline en tant que complément, de se dire je vais en manger un tout petit peu tous les matins pour aller chercher de la protéine de bonne qualité, un effet antioxydant, beaucoup de fer, d'autres micronutriments. Il y a un petit côté ingrédient magique sur le même style que d'autres ingrédients sur le marché. Non, toi, t'en consommais avant de créer Edonia? Complètement. Depuis mon adolescence, en fait, c'est quelque chose qui est rentré dans mon foyer familial par les conseils d'un naturopathe. Et du coup, moi, j'ai eu ce premier contact dès mon plus jeune âge avec cette matière, avec un usage de compléments alimentaires dont j'ai perçu des intérêts sur la performance de mon système immunitaire, qui m'ont amené à prolonger. Donc j'ai un rapport assez personnel et intime avec le sujet sur lequel j'entreprends en ce moment. Et c'est au travers de ces années d'expérience de consommation que mon focus s'est fait sur cette matière. Les interrogations ensuite que j'évoquais sur les modèles de production sont venues se croiser avec mes aspirations à entreprendre dans l'alimentation durable. Donc ça a grandement participé à créer dans mon esprit ce qui est devenu Edonia. Oui. Raconte-nous la genèse. Au moment où tu fais le lien entre ta consommation personnelle et une éventuelle opportunité business, tu fais quoi à cette époque-là? On est en quelle année? Moi, j'ai une formation business. À ce moment-là, je suis dans mes premières années de carrière. Donc, je suis directeur de clientèle dans une agence de conseil en marketing. Je travaille beaucoup pour Heineken. Je fais du conseil aux équipes marketing France. Et globalement, je fais de la vente en B2B sur du grand compte. Sur de la pub? Sur de l'expérience de marque et des opérations de stratégie marketing, ouais, plus globalement. C'est un moment de ma vie où j'ai envie d'entreprendre dans quelque chose qui fait sens pour moi. L'alimentation durable arrive assez vite comme une évidence. Et quand je cherche mon sujet, je repense à ces moments où j'ai consommé de la spiruline. Et si tu veux, moi, quand je me documente sur la façon dont on peut produire des microalgues avec un si faible impact environnemental, c'est vraiment ça qui me bouscule, ce constat de se dire mais c'est une des meilleures matières d'un point de vue santé. On sait le cultiver avec un si faible impact environnemental. Il me semble que c'est vraiment précisément ce dont a besoin la société. Pourquoi on ne le mange pas? Et si tu veux, la réponse à cette question, elle est assez évidente. Et moi, j'en avais fait l'expérience à titre personnel. La spiruline aujourd'hui, telle qu'elle est proposée sur le marché, c'est des poudres vertes, déshydratées, sèches, éventuellement réagglomérées en comprimé pour que tu puisses l'avaler facilement, avec un goût et une odeur extrêmement marqués. Donc dès que je vais voir des agro-industriels en leur posant la question « Pourquoi tu ne développes pas des offres alimentaires à partir de ces matières-là ?» La réponse, elle est immédiate, c'est l'expérience gustative. On n'arrive pas à développer des produits appétants à partir de ces matières parce que le blocage gustatif est trop fort. Donc c'est à partir de ce moment-là où je me mets en tête de résoudre ce problème-là. On va créer une expérience de consommation appétante pour le consommateur et ça va être la voie et l'unique voie de démocratisation de ces matières puisque l'humain se
choisit son alimentation par ses sens. On se dirige vers la nourriture avec nos yeux, notre nez, puis notre palais. Et donc, il n'y a pas de raison que ces matières, aussi vertueuses soient-elles, d'un point de vue environnemental ou d'un point de vue santé, dérogent à cette règle inébranlable de la façon dont l'humain se nourrit. Donc, c'est comme ça que je me suis mis sur ce chemin. Et au moment où tu lances ta discovery, tu n'es pas sûr que ça puisse marcher? Non, à ce moment-là, j'en ai aucune idée. J'ai quelques éléments d'intuition, si tu veux. Tout aliment que tu peux regarder autour de toi. Évidemment, si ton seul downstream process, c'est de le déshydrater, d'en faire de la poudre, si je te donne une pomme sous cette forme-là, tu vas avoir moins envie que de croquer quelque chose de juteux ou de la faire cuire sur une tarte pour profiter des aspects confits que va générer la cuisson. Donc, il y a une forme d'évidence de se dire que l'offre actuelle, elle est pas faite pour servir le consommateur en termes d'expérience gustative. Donc, il y a déjà un petit peu d'intuition. Et puis ensuite, c'est comme ça que démarre mon cheminement entrepreneurial, d'aller creuser, d'aller voir des experts, de se rendre compte que cette matière, avant qu'elle soit déshydratée, finalement, elle est savoureuse. Je commence à créer une première société sur cette logique-là. On développe des produits finis pour le consommateur, des sauces, des tartinables avec de la spiruline fraîche, pour faire la preuve qu'on peut vraiment se régaler avec cette matière-là et qu'il est possible de culinariser ce produit pour la première fois dans l'histoire de sa consommation. On arrive à le rentrer dans des tables d'épicerie fines, sur des beaux restaurants. Donc on fait la démonstration que oui, il y a des usages culinaires possibles autour de ces matières, si on est innovant sur la façon de les traiter. Et c'est ce qui cristallise un peu nos convictions autour du fait qu'on peut démocratiser ces matières à plus grande échelle. C'est ce qui a ensuite donné lieu à la création d'Edonia. Donc la première boîte, tu la montes avec un de tes actuels cofondateurs. Et on est en quelle année ? On est en 2020-2021 à ce moment-là. Et donc là, vous développez un petit business plutôt high-end où vous allez viser des belles tables et des retailers premium et bio. Donc on déploie nos produits dans les rayons de Biocoop, Naturalia, ce genre d'enseigne. C'est un moment fondateur pour nous parce que déjà, je te le disais, on démontre que ça fonctionne d'un point de vue goût. On passe énormément de temps au contact du consommateur. Concrètement, on fait des dégustations le week-end dans ces enseignes. Donc, on interroge les gens sur leur rapport aux microalgues, à l'alimentation durable. On leur demande ce qu'ils attendent de ces produits, ce qu'ils trouvent du goût. Donc, on récolte énormément de feedback en fait, du conso, qui me sert énormément aujourd'hui dans mes logiques de vente B2B. Et puis, voilà, c'est une première expérience entrepreneuriale. Ça valide un fit avec mon associé Pierre. On fait une forme de brouillon, on va dire. On apprend énormément de choses sur ce que ça veut dire monter des boîtes, entreprendre. Et on se crée un réseau, un écosystème, un élan qui est ensuite le terreau favorable pour créer Edonia quelques années derrière. Et comment vous passez de l'un à l'autre ? Écoute, si tu veux, c'est ce passage-là. L'idée, c'est de se dire, on avait envie de plus en termes d'impact. On avait envie de plus en termes de modèles. On était en train de faire des produits finis sur des usages un peu nichés, produits d'apéritif, des sauces, là où on sent que le vrai besoin, si on veut avoir un impact concret sur notre système alimentaire, c'est d'aller proposer des offres qui permettent de faire de la transition protéique, qui permettent la transition végétale, donc qui viennent concrètement substituer des matières à très fort impact, la viande de bœuf par exemple. Donc c'est vraiment une envie d'aller chercher l'impact environnemental, l'impact sociétal qui nous pousse à essayer de changer de modèle. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec une position de vendeur d'ingrédients. On a un impact beaucoup plus grand parce qu'on peut servir des grands acteurs qui possèdent des marques puissantes déjà très distribuées. En créant une technologie qui nous permet de créer un nouvel aliment, on a un potentiel d'impact bien plus grand qu'en faisant du produit fini. Et puis on s'est rendu compte qu'en termes de modèle d'entreprise, c'est quelque chose qui correspondait beaucoup plus à nos personnalités aussi. Donc c'est vraiment cet élan vers une position dans la chaîne de valeur où on peut avoir le plus d'impact possible qui a justifié ce cheminement et la création d'Edonia. Et quand on parle de techno, vous en êtes où des brevets ? Qu'est-ce qui est protégé aujourd'hui et qui sont les premiers clients ? Sur la technologie, aujourd'hui, on a créé Edonia en mars 2023. On a passé beaucoup de temps en laboratoire avec les chercheurs d'AgroParisTech à mettre au point ce procédé qui nous permet de transformer la biomasse brute de microalgues en ingrédient appétant et pratique à utiliser pour les industriels. Ce procédé créé à l'échelle laboratoire, ce qu'on a fait ces dernières années, c'est qu'on l'a protégé
protégé par un brevet qui protège le produit et les paramètres de procédé qui nous permettent d'arriver aux caractéristiques de ce produit. Et puis on l'a transféré à l'échelle industrielle. Donc ça passe par une usine de démonstration, un pilote industriel qui est fonctionnel sur l'agropole d'Agen dans le sud-ouest de la France et qui nous permet aujourd'hui de créer les premières palettes, les premières tonnes de notre produit et de livrer nos premiers clients. Donc on est aujourd'hui un TRL 7, c'est-à-dire que la technologie est déjà passée à l'échelle pré-industrielle. La suite de notre roadmap va consister à monter des usines. J'aurai l'occasion de te raconter comment on prévoit de le faire. Et d'un point de vue maturité des usages chez nos clients, on a livré nos premiers clients qui ont mis en œuvre le produit dans leur cuisine centrale, dans leur propre usine, et qui ont servi le consommateur avec des très hauts niveaux de satisfaction. Donc on a déjà, si tu veux, exécuté la boucle dans son entièreté, de la culture de la microalgue, notre propre transformation dans nos ateliers, livré chez le client qui l'a lui-même mis en œuvre pour le servir aux consommateurs qui se sont régalés avec ce qui leur a été servi. Quand tu dis régalé, qu'est-ce qui te fait dire ça ? L'opération à grande échelle qu'on a fait en premier avec notre client Newrest. Donc Newrest, c'est bientôt 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires dans une 50aine de pays. C'est un leader de la restauration collective. Avec eux, c'est comme Sodexo. Exactement, c'est le même modèle d'entreprise. Avec eux, on est venu travailler à la végétalisation des menus de cantines scolaires. Donc on a servi Edo, notre ingrédient protéique, mis en œuvre dans une sauce bolognaise servie sur des pâtes dans une cantine scolaire. À la place de la viande ? À la place de la viande hachée, oui. J'ai vu de mes yeux les enfants dans cette cantine se régaler avec ce qui leur était servi et demander du rab au moment où ça a été proposé. Donc ça a été un moment assez fondateur dans ce cheminement entrepreneurial, de voir en fait la boucle se boucler jusqu'à l'expérience finale des consommateurs, auprès d'un public qui est peu biaisé, très, très honnête et vraiment drivé par son expérience, que sont les enfants. Ils se sont rendus compte que c'était pas de la viande ? On leur a dit. Oui, parce qu'on n'a pas pour mission de mimer l'expérience de la viande. On veut proposer un ingrédient pour faire du végétal qui est bon et authentique, sans forcément que ça ressemble exactement en goût, en texture à la viande. Donc on n'est pas dans une logique de tromperie. Sur le menu, il y avait affiché quoi ? Bolognaise Edo. Edo, c'est le nom de notre produit. Et je pense que sur les menus avec un peu plus de détails apparaissait le mot spiruline, qui est du coup la façon dont on doit réglementairement étiqueter les produits. Donc, si tu veux, le sujet de validation de l'expérience, ça a été un très beau moment pour nous et pour nos clients, de voir que la désirabilité de l'offre était au rendez-vous, que la satisfaction était réelle, que les enfants se resservaient. Ça a permis de continuer notre développement et surtout démontrer qu'on pouvait parier sur les microalgues pour végétaliser une alimentation, ce qui, d'ailleurs, est une première mondiale. C'est la première fois qu'une assiette est servie et dont l'unique source de protéines est les microalgues. Donc, pour retracer un petit peu le parcours dans l'humanité, depuis les Incas, les Mayas, les usages en compléments alimentaires, en fin d'année 2025, on marque un vrai tournant en se disant, dans une assiette servie en cantine scolaire, on a des microalgues qui constituent l'unique source de protéines du plat. On n'est pas sur un usage où on va intégrer 1 ou 2% de spiruline dans une barre protéique un peu nichée pour complémenter un sportif. On a réussi à démontrer notre vision, qui consiste à pouvoir parier sur les microalgues comme une protéine alternative grand public, vraiment mainstream. C'est vrai, mais là, du coup, je me dis, ça doit coûter hyper cher. Est-ce que c'est tenable économiquement ? C'est tenable économiquement. Tu sais d'ailleurs, la restauration collective et la restauration scolaire sont des zones de marché assez contraintes par le prix. Donc aller faire la démonstration sur ce marché-là pour nous, c'était aussi faire la démonstration de l'efficacité économique. Très concrètement, un acteur raisonne avec des budgets extrêmement serrés pour servir un plat en restauration collective, moins d'1 euro par portion. Donc la première discussion qu'on a avec nos prospects, avec nos clients, c'est l'efficacité autour du prix. Aujourd'hui, nous, on arrive à être plus compétitif que la viande qu'on cherche à substituer. Donc concrètement, quand un industriel remplace de la viande hachée par Edo, il est à minima ISO et il commence à faire des économies compte tenu de la montée du prix de la viande, pour une raison assez simple, qui est que Edo délivre plus de protéines que la viande. Donc l'industriel va avoir besoin d'en mettre un petit peu moins que ce qu'il mettrait de viande pour arriver à sa cible en termes de valeur nutritionnelle. Donc en coût d'usage, le coût d'usage de notre ingrédient, grâce à sa teneur protéique, est inférieur à la matière qu'on vient substituer. Et ça, c'est un élément clé
qui justifie notre product market fit, sans lequel on aurait beaucoup de mal à déployer. Et pour revenir sur ce qu'on évoquait en introduction, ça a été une des difficultés de beaucoup d'alternatives végétales, de se dire, en fait, je n'ai pas le positionnement prix qui me permet d'être efficace économiquement et donc de rentrer dans ces marchés de restauration collective très profonds, mais très tendus par les prix, chose qu'on arrive à faire grâce à des spécificités assez uniques sur ce marché. Les autres aspects, le fait que ce soit produit en France, que l'impact environnemental soit évidemment moindre, ça contribue à la prise de décision de ces acteurs de l'agroalimentaire? Ça contribue à la prise de décision et à l'élan qu'ils peuvent avoir sur ces offres. Là où vraiment se joue la prise de décision, c'est sur des choses qui sont beaucoup plus pragmatiques et concrètes. Par exemple, en restauration collective plus largement, le sujet du prix que j'évoquais est vraiment le premier sujet qui est discuté, puisque c'est contraint par un budget, donc on n'a pas le choix de raisonner là-dessus. Le sujet de la processabilité de l'ingrédient est extrêmement important. Les premières personnes qu'on a convaincus, au-delà des diététiciens, par exemple en restauration collective, c'est les chefs qui le mettent en œuvre. Et le sujet de la praticité industrielle de notre ingrédient est vraiment clé dans les processus de décision. Nous, on a un ingrédient qui est parfaitement prêt à l'emploi, donc qui s'intègre très facilement dans des cuisines collectives ou dans des usines agroalimentaires. Ça ressemble à quoi? C'est comme de la viande hachée ou c'est la même texture? Ça ressemble à de la viande hachée cuite. C'est comme ça que tu peux te le représenter, un grain moelleux, assez foncé, avec une belle aromatique, un peu d'umami. T'as besoin de le cuire quand même? T'as besoin de le griller ou... Non, ouais, même pas. C'est complètement prêt à l'emploi. Donc si tu veux, le geste industriel... C'est comme du grès râpé, quoi. Enfin, tu le rajoutes à la fin. Tu le rajoutes dans une sauce tomate et tu as une bolognaise végétale riche en protéines. Donc cette facilité d'emploi, ça joue beaucoup. Et puis, pour revenir sur les processus de décision, là, ce qui est en jeu, c'est un mouvement de végétalisation. En France, on a la loi Egalim qui impose à la restauration collective de servir au moins une offre végétale par semaine. Donc il y a un contexte réglementaire qui pousse à ça, en plus des attentes des consommateurs, de la volonté des groupes de réduire leur impact environnemental. Et tous les groupes agro-industriels ont identifié que minimiser l'usage du bœuf était l'axe principal pour réduire l'impact environnemental de leur société. Donc on s'inscrit souvent dans ce mouvement. C'est ce qui justifie la recherche d'alternatives végétales de ces acteurs. Et puis ensuite vient une analyse de l'entièreté de l'offre sur lequel nous on se démarque, sur les valeurs nutritionnelles, sur la praticité industrielle de l'usage de l'ingrédient et sur l'efficacité économique en termes de coût d'usage. Comment tu regardes les débats actuellement des nouveaux acteurs, des simili-viandes, donc des substituts à la viande, où il y a eu des discussions à Bruxelles sur la possibilité pour ces acteurs d'utiliser des termes habituellement attribués réservés à l'industrie de la viande. Vous, j'ai l'impression que vous êtes complètement en dehors de ces discussions-là. C'est pas vraiment votre sujet. T'as un regard là-dessus? Oui, ça nous concerne, si tu veux, ça reste notre secteur. En fait, par rapport à un acteur... Apivore, Eura, etc. Tous ces acteurs qui font des alternatives à la viande. Nous, on a un modèle de vendeur d'ingrédients. Et qui utilisent les termes bacon, saucisse végétale, steak végétal. Et ils ont une logique consumer-facing autour de l'emploi de ces mots. Chose qui, nous, en tant que vendeurs d'ingrédients B2B, nous concerne un peu moins. Ceci dit, ça reste notre secteur. Ma perception de tout ça, c'est qu'on a un gouvernement et des politiques qui sont très contradictoires, un petit peu schizophréniques. Tu sais, dans les plans France 2030, il y a un axe autour de la construction d'un système alimentaire plus durable, de la végétalisation de notre alimentation, une volonté de financer des entreprises qui créent ces propositions, qui permettent d'aller dans ce sens. Donc c'est inscrit au plus haut de la stratégie de l'État. Et puis à côté de ça, on vient mettre des bâtons dans les roues des acteurs qui démocratisent ces usages-là en venant les contraindre sur la terminologie des mots qu'ils peuvent employer. Donc il y a une forme de paradoxe. C'est ce qui fait aussi la beauté de notre culture française qui est parfois très attachée à ces principes. Concrètement, je trouve ça dommage. C'est assez stérile, je trouve, comme débat. Laissons la langue évoluer au même titre que l'offre évolue. Il faut des mots pour les représenter. Et en même temps, il y a des éleveurs qui souffrent actuellement et qui ont aussi... qui contribuent à l'attractivité économique des territoires, ou en tout cas à la vie économique de certaines régions. Bien sûr. Une chose est sûre, c'est qu'ils ne souffrent pas de la croissance et de la pénétration de ces offres sur le marché, puisque je te le disais, ça ne concerne à peine 1% des parts de marché. Donc le sujet n'est pas que ces offres végétales commencent à prendre trop de parts à la viande.
C'est pas pour ces raisons-là que certaines zones de l'industrie de la viande sont en difficulté. Pour revenir sur ce que tu évoquais, sur est-ce que nous, ça nous concerne et comment on prend parti par rapport à ça, on n'a pas dans notre culture d'entreprise d'être en combat, en attaque par rapport à l'industrie de la viande. Au contraire, dans notre pipe commercial, on trouve beaucoup de gros leaders agro-industriels de la viande. Et on a plutôt vocation à collaborer, nous, avec cette industrie. Donc c'est quelque chose qui peut nous différencier aussi dans l'approche plus tactique et philosophique autour de notre mission sur le marché. On a des projets avec des agro-industriels d'hybridation, ça veut dire de végétalisation partielle. Ça veut dire concrètement créer un plat préparé dans lequel on va trouver de la viande hachée et notre ingrédient. Donc on ne va pas substituer entièrement la viande, on va venir en substituer peut-être 30% à peine. Et ça s'inscrit dans un mouvement de végétalisation progressive. Et c'est des choses qu'on n'a pas de mal à faire, qui nous permettent de collaborer avec l'industrie de la viande, de participer à minimiser leur impact environnemental, puisque chaque tonne qu'on peut substituer avec notre ingrédient, c'est comme ça qu'on crée de l'impact environnemental. Plutôt que de s'inscrire en contre et de ne pas vouloir leur adresser la parole, on a plutôt fait le choix de travailler avec eux pour les aider à végétaliser leur offre, puisque ils sont dans ce mouvement et ils ont cet intérêt à le faire. Parlons de votre stratégie d'industrialisation. Vous avez une stratégie CapEx Light. Ça veut dire quoi concrètement ? Notre technologie, je te le disais, elle est basée sur des fondements scientifiques assez avancés, issus de partenariats avec les meilleurs laboratoires de recherche d'Europe, ceux d'AgroParisTech en l'occurrence, Centrale Supélec. C'est protégé par un brevet. Le choix industriel qu'on a fait, contrairement à beaucoup d'autres deep tech, c'est d'aller l'exécuter à l'échelle industrielle sur du matériel standard, c'est-à-dire sur des équipements qu'on trouve dans beaucoup d'autres industries alimentaires, là où la majorité des entreprises deep tech comme nous créer du matériel sur mesure et spécifique. Et ça fait une différence fondamentale ensuite sur la façon dont on a construit notre modèle industriel. Puisque on peut trouver du matériel assez peu cher, on peut le faire financer en crédit bail, puisqu'on retrouverait très facilement des repreneurs dans d'autres industries dessus. C'est du matériel qui est déjà largement éprouvé, qui est disponible sur le catalogue de beaucoup d'équipementiers, donc qu'on peut commander facilement, recevoir rapidement. C'est du matériel qui est robuste, qui fonctionne avec des bons modules d'automatisation, donc on n'a pas besoin de mettre des opérateurs très qualifiés dessus. On n'a pas besoin d'inventer des outils type Industrie 4.0 très très chers, qui ont pu être utilisés par des entreprises comme Insect par exemple. Donc ce choix d'utiliser du matériel existant, standard dans l'industrie, et d'aller détourner des usages pour exécuter notre technologie innovante d'hédonisation, ça nous permet une voie industrielle efficace, légère en capex, plus rapide. C'est ce qui justifie le fait qu'on soit déjà en train de livrer des premières tonnes à des clients à l'échelle pré-industrielle sur notre pilote après seulement 3 ans de création de la société, ce qui est un temps court pour une mise sur le marché pour une deep tech. Et c'est ce qui justifie aussi que sur la suite de notre scale-up industriel, on a peu de risques de scale parce que le gros du travail de transfert est plutôt derrière nous et qu'on arrive à monter à des échelles de production industrielles intenses qui comptent en milliers de tonnes avec des besoins en termes de financement qui sont relativement restreints par rapport à d'autres confrères de cette industrie. Et cette stratégie, vous l'avez depuis le pré-seed ? C'est clair pour vous ? Est-ce que ça a évolué ? Est-ce que les échecs retentissants, tu citais Insect dernièrement, est-ce que ça a fait évoluer la stratégie ? C'est une chose qui nous a inspiré immédiatement et qui ont été un parti pris dès les premiers jours de réflexion du transfert industriel. On a senti, nous, en 2023-2024, compte tenu du contexte économique, du contexte financier, du marché, que tout ce qu'on pouvait faire pour alléger notre système industriel et pour arriver à monter cette technologie à l'échelle, de la mettre sur le marché en minimisant nos besoins de financement, serait décisif dans notre développement. Donc on a cherché tous les moyens possibles pour y parvenir, en effet inspiré par des entreprises qui avaient fait des choix différents et qui avaient monté des systèmes industriels qui étaient beaucoup plus intenses en CAPEX. Ça a clairement joué, oui, dans notre réflexion et dans l'élaboration de notre stratégie. Donc ça a été quelque chose de dur, qui a nécessité beaucoup de créativité, d'inventivité, parce qu'aller détourner les usages de matériel existant, c'est des challenges technologiques importants. Et aujourd'hui, on sent que ça paye et que ça crée une différence fondamentale dans notre modèle par rapport à d'autres. Quand on t'écoute, on a le sentiment que le business, il est assez infini et que
énormément d'acteurs de l'agroalimentaire auraient intérêt à s'emparer de cette solution. Est-ce que ça vous pousse pas, ça vous donne pas envie d'accélérer et d'avancer rapidement? Si, complètement. Le but pour nous, c'est d'aller assez vite sur l'industrialisation pour verrouiller les premiers clients, continuer de créer de l'avance technologique pour s'emparer de cette opportunité. Et le choix d'avoir un système agile, d'industrialisation rapide qui nécessite peu de capitaux, s'inscrit dans cette direction aussi, de se dire, en étant agile, rapide, en ayant moins besoin de capitaux, on va pouvoir aller plus vite et donc préempter ce marché avant que des concurrents viennent. Il y en a là des concurrents dans d'autres pays qui font la même chose que vous? Il en existe. Aujourd'hui, paradoxalement, nos concurrents les plus directs d'un point de vue commercial ne sont pas des entreprises microalgues. On a tendance à être en compétition commerciale avec plutôt d'autres entreprises qui travaillent sur d'autres matières, d'autres micro-organismes, des microprotéines, des protéines de fungi, des choses comme ça, plus que des entreprises microalgues. Ceci dit, oui, il existe des acteurs, je pense à un player en Israël, par exemple, qui travaille avec des logiques technologiques un peu similaires à la nôtre, qui visent à créer de la texture et du goût autour de la spiruline. Donc, il existe des concurrents qui travaillent dans notre logique, pas encore assez proches pour être en vraie concurrence commerciale. En l'occurrence, cette entreprise se dirige plutôt sur des alternatives aux poissons, ce qui est un peu moins notre terrain de jeu. Donc, on a assez de place pour trouver nos marchés pour l'instant. Mais on anticipe, comme tu le disais, les velléités de certains industriels de se positionner sur ces matières. Donc, on essaie d'être rapide et efficace dans notre montée industrielle pour s'en prévenir. Justement, au moment où on se parle, on est en mars, vous êtes en plein roadshow Serie A. Les fonds à qui vous parlez, ils comprennent le potentiel, ils sont un peu, impactés par le fait qu'on est en downturn sur le secteur des protéines alternatives. C'est quoi la réception si tu veux, la grille de lecture, la première, c'est la taille du marché. Nous, notre marché, c'est celui des ingrédients protéiques B2B, prêts à l'emploi. Donc concrètement, c'est tout ce que les chefs et les industriels utilisent pour composer un plat préparé. Ça peut être de la viande hachée, des légumineuses brutes, tu les citais, des cubes de tofu, tous ces morceaux, ces pièces protéiques. Ça, c'est un marché de 400 milliards de dollars dans le monde. C'est un marché qui est massif, donc qui est d'une profondeur infinie. Et la volonté d'usage de matières végétales à haut potentiel et une réalité sur ces marchés, puisque toutes les grosses tendances, les attentes des consommateurs vers plus de naturalité, vers plus de richesse en protéines, tu as peut-être vu ces déferlantes d'allégations riches en protéines, sont parfaitement alignées avec notre proposition de valeur. Donc le fait qu'on ait une proposition qui fit un marché aussi gros, c'est la première chose que va regarder un investisseur. Et puis après, concrètement, ce qui parle pour nous, c'est le niveau de satisfaction de nos premiers clients, le fait qu'on ait réussi à affûter des marchés profonds avec des leaders de l'agro, en étant juste sur le pricing, efficace pour eux dans une logique industrielle, c'est des choses qui contribuent à rassurer. Ça, couplé à notre modèle industriel qui est maintenant dérisqué, c'est ce qui justifie l'intérêt des investisseurs pour notre dossier. Oui. Oh, tu pitches bien, mais il doit y avoir des zones de risque quand même. Bien sûr, en fait, comme toute entreprise industrielle, on a du risque sur, par exemple, l'alignement des différentes roadmaps. Aujourd'hui, ça fait partie des difficultés qu'on a en tant qu'entrepreneur, de devoir aligner une roadmap sourcing, trouver la matière première disponible qu'on a besoin de transformer, l'aligner avec la roadmap industrielle, concrètement la montée à l'échelle de notre système. Ça veut dire construire des usines avec des rétro-planning complexes, parfois risqués, sur lesquels il peut y avoir du risque à l'exécution. Sur le montage d'une usine, c'est des projets industriels complexes, surtout quand il s'agit d'innovation, avec la roadmap commerciale, d'arriver à manager cette demande avec une rythmique qui est pleinement alignée avec notre capacité à délivrer, avec notre roadmap financière, puisqu'on a besoin de lever des fonds au moment où, là, aujourd'hui, on est sur ce moment où on crée notre usine, donc notre série A coïncide avec ce moment-là. L'alignement de ces roadmaps, et quelque chose qui est complexe à gérer, c'est ce qui fait la difficulté d'un projet de scale-up industriel, c'est d'arriver à faire grossir toutes ces dimensions en même temps, avec cohérence. Donc tout n'est pas simple dans la montée en échelle. Et les fonds qui ont abandonné le dossier, qu'est-ce qu'ils vous ont dit ? Il existe des fonds qui ont peur de cette thématique des protéines alternatives, parce qu'ils ont vu des startups échouer. Et il y en a eu beaucoup, donc on le comprend parfaitement, qui ont échoué ces dernières années.
Nous, si tu veux, on est très clair sur notre stratégie et notre lecture. En fait, il y a eu un énorme cycle de l'hype, énormément de promesses, beaucoup d'argent levé, et puis des promesses qui n'ont pas forcément délivré. Donc, beaucoup d'entreprises qui sont parties au tapis, beaucoup d'investisseurs qui, du coup, se sont pris les pieds dans le tapis sur ce sujet-là, qui sont maintenant craintifs et qui préfèrent diriger l'investissement sur d'autres thématiques moins risquées. Nous, on pense que c'est le moment idéal pour construire des billion-dollar compagnies sur ce sujet, puisqu'en fait, après ce cycle de l'hype, là, on assiste à un moment de reprise avec tous les enseignements de la décennie précédente sur ce qui a fonctionné, sur ce qui a moins bien fonctionné, sur des attentes des consommateurs qui sont maintenant beaucoup plus claires et lisibles, et puis une forme de maturité sur les systèmes industriels qu'on peut penser de façon plus efficace et plus cohérente. Donc voilà, on voit que le renouveau de cette nouvelle génération d'offres végétales, il passe par les micro-organismes, que sur la fin de l'année 2025, le début de l'année 2026, on a assisté à beaucoup de très belles levées de fonds d'acteurs qui faisaient des propositions de ce type au marché sur des offres végétales et saines. Donc voilà, nous on s'inscrit dans cette mouvance-là. Et ce type de cycle, on l'a vu sur plein d'autres industries que tu connais, en climate tech, sur la bulle Internet. On a assisté à des hypes rapides, des descentes de cycle et des reprises ensuite sur les bases plus saines qui ont finalement délivré les vrais leaders qui ont compté pendant des décennies. On a la conviction qu'on est précisément dans ce moment-là. Certains investisseurs ne le voient pas, n'y croient pas, et on le respecte. D'autres le sentent aussi. Et c'est autour de ça qu'on a des discussions particulièrement intéressantes. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 3 ans qui t'a surpris? Qu'est-ce que tu as appris qui a changé la façon de piloter Edonia? L'évolution très rapide du marché et des attentes du consommateur. Quand on fait le pari que la naturalité de notre ingrédient va être quelque chose qui va nous différencier, qui va générer de l'attraction commerciale, au moment où on commence à discuter de notre offre avec des clients, c'est pas encore une réalité. En 2024, on a des acteurs qui nous disent « Moi, utiliser 10-12 ingrédients dans mon produit, je suis encore à l'aise avec le fait de le faire. » C'est vrai que le sujet de l'ultra-transformation, il a explosé médiatiquement. Il a explosé de façon très alignée avec nous, notre mise sur le marché. Donc, ça, c'est des choses qui ont été fondamentales dans l'évolution, dans l'atteinte de notre product market fit. Puisque aujourd'hui, tu retournes voir ce même agro-industriel, le discours a complètement changé. C'est oui, je comprends que le consommateur n'attend pas forcément que je mime la viande et que j'ai meilleur compte à proposer une offre plus naturelle, quitte à ne pas ressembler spécifiquement à la matière que je cherche à substituer. Donc, tu as des tels mouvements de recherche des agro-industriels sur des ingrédients qui sont insufflés par les attentes du conso qui évoluent, que oui, il faut composer avec cet environnement mouvant. Là, en l'occurrence, on s'était bien positionné là-dessus, donc c'est des choses qui payent, mais on est très alerte sur la capacité du marché à se retourner. Les tendances alimentaires, peut-être contrairement à ce qu'on peut en percevoir, changent extrêmement vite. Aux États-Unis, l'émergence des GLP-1, Ozempic, tu sais, tous ces régimes minceurs, a bousculé l'industrie agroalimentaire comme rarement on l'avait vu dans l'histoire. Donc on est très attentif à ces gros mouvements de marché qui transforment en fait les briefs des directeurs marketing dans ces gros groupes industriels et qui transforment du coup les grilles de lecture, de recherche des directeurs R&D qui sont nos prospects commerciaux dans les ingrédients qu'ils recherchent. Donc c'est cette mouvance des attentes auxquelles on est très attentif et qui peut changer les choses pour nous. Oui, parce que vous êtes vraiment à la rencontre de plusieurs méga-trends et ce que je comprends, c'est que la naturalité, ça pourrait aussi en être une au niveau mondial. Est-ce que les US sont en train de bouger aussi sur la recherche de naturalité de manière massive? Complètement. Ça devient une attente des consommateurs et il y a des éléments marchés très forts, notamment des success cases de protéines alternatives qui font ces plays-là, de vraiment faire des propositions en ce sens et qui surperforment aujourd'hui. Donc oui, c'est une réalité qui dépasse largement la France et qui même a été à l'initiative des US. C'est souvent dans ce sens-là que ça se fait d'ailleurs. C'était le cas sur la vague du riche en protéines aussi, qui est partie des US et ensuite arrivée en Europe. Donc c'est souvent dans ce sens-là que ça évolue. Et les investisseurs, ils vous challengent sur la composition de l'équipe, sur la complémentarité des expertises. On n'en a pas trop parlé, mais
Tu as le sentiment que vous êtes assez convaincant là-dessus? Et est-ce que vous allez avoir à cœur d'aller chercher de nouvelles expertises sur la prochaine levée? Il nous reste beaucoup à faire en termes de construction d'équipe. D'ailleurs, on est en croissance assez forte là-dessus. On a fait beaucoup de recrutements. On anticipe les premiers recrutements post-closing de Serie A. Et sur ce qui est de l'équipe, si tu veux, au-delà de sa profondeur et de sa taille, le premier point auquel on a été très attentif, nous, c'est créer de la complémentarité, à commencer par le trio dirigeant. Moi, j'ai plutôt un background business et je suis associé à Pierre, qui lui a un background opération, qui est CEO en charge de la structuration et de la finance. Donc, il a fait ses armes chez Danone, chez Unilever, dans des grands groupes agroalimentaires, au sein des équipes supply, avec des sujets de pilotage des activités des usines, de lancement, d'innovation food, donc avec une formation autour de ces métiers des opérations. Et puis on est associé à Nicolas, qui lui est scientifique de formation, diplômé d'AgroParisTech, et qui a déjà développé des ingrédients alimentaires à partir de micro-organismes chez Le Safre, qui est un gros leader du secteur. Donc la complémentarité, on la cherche au travers du trio dirigeant, assez classiquement, hein, business, opération et science, qui est les bonnes compétences à mobiliser pour venir créer une deep tech avec un modèle de scale-up industriel. Et on s'efforce de recruter les meilleurs talents possibles sur tous les aspects de notre entreprise, le volet industrialisation, le volet scientifique et maintenant de plus en plus les volets business et opération. Tiens, j'ai envie de te poser une question. Si tu étais investisseur en climate tech, qu'est-ce que tu regarderais si tu reçois une centaine de dossiers comme nous par mois? Qu'est-ce que tu aurais à cœur de regarder et quelles questions tu poserais aux entrepreneurs? Je regarderai la mesurabilité de l'impact environnemental de la société. Si le but de l'investissement, c'est de venir créer de l'impact environnemental, j'interrogerai les entrepreneurs sur la capacité à mesurer l'impact de façon concrète. Je pense que je m'attacherai au fait que l'impact, l'activité de l'entreprise touche le monde réel. Donc, à mon avis, pour ça, il faut des objets physiques, des systèmes industriels, des offres qui s'inscrivent vraiment dans la réalité physique de notre planète. Et puis, peut-être, je regarderai l'adéquation entre l'efficacité économique et l'efficacité environnementale. Je pense que si ces deux axes sont alignés, si la société crée de l'impact environnemental, un effet bénéfique sur le climat, de façon très alignée avec sa façon de créer de la valeur économique, c'est un terreau favorable à de l'efficacité. Donc ça, c'est le potentiel de la solution. Et encore faut-il que l'équipe soit en mesure de l'exécuter. Ouais. Et comment est-ce que tu analyserais l'équipe ? Sur l'équipe, j'essaierai de regarder les processus de collaboration, la façon dont est découpée les missions au sein de l'équipe dirigeante. J'essaierai de sonder aussi la perception des équipes qu'ils managent, sentir comment ils se sentent managés par les équipes. Je pense que je testerai aussi leur conviction et leur vision à plus long terme pour voir dans quelle direction ils veulent amener l'entreprise. C'est ce genre de choses que je ferai. Et puis, je pense que je passerai beaucoup de temps à interroger les clients de la société. Certains investisseurs le font pour nous. On a la chance d'avoir ce rapport avec nos clients pour pouvoir leur demander de discuter avec des investisseurs. Et en général, c'est là qu'on trouve des moments de vérité. C'est quand nos clients racontent avec leurs propres termes ce qu'ils perçoivent de l'offre, bien différemment qu'un pitch policé que je peux, de ma part par exemple. C'est là en général où on touche la vérité de pourquoi la société existe, de pourquoi l'offre qu'on met sur le marché est en fit avec les attentes de nos clients cibles. Sachant que les clients sont parfois un peu briefés, comme tu viens de le dire. Enfin, il y a toujours le risque de savoir à quel point le client s'exprime librement. Est-ce que tu appellerais les concurrents aussi ? Oui, pourquoi pas, pour demander comment ils se différencient de la société et quelle est leur perception, quelle est la perception de l'offre. Ok. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé et que tu aurais aimé aborder aujourd'hui ? T'en as un en tête, toi ? Je le réfléchis.
Non, peut-être juste l'internationalisation. Est-ce que la France, c'était un bon marché pour démarrer, ou est-ce que vous vous êtes rendu compte qu'en fait, il y avait d'autres marchés peut-être plus avancés? Et comment est-ce que tu perçois l'internationalisation en 2030? Edonia, ça ressemble à quoi? Nous, on se considère comme une entreprise européenne avec une volonté internationale. C'est le sens de faire une technologie aussi innovante, de protéger sur du brevet dans différents territoires et d'avoir un modèle scalable. C'est de pouvoir raisonner son marché comme un marché mondial, et c'est vraiment notre cas. Notre industrialisation aujourd'hui est en France. Notre pilote industriel l'est. Notre future usine sera en France. Donc, on garde une ADN française et c'est le cas d'un volet industriel. Ce n'est pas le cas d'un volet commercial. On est déjà dans une logique de commercialisation internationale. On a un pipe sur lequel la France pondère, évidemment, par effet de réseau natif et de facilité de connexion. On a démarré quand même sur des marchés français. Mais dès aujourd'hui, on a dans nos prospects, voire dans nos clients, des acteurs au UK, en Suisse, en Allemagne, donc dans d'autres marchés européens, ainsi qu'une première initiative extra-européenne au Japon, sur lequel il y a une particularité culturelle. Au Japon, ils consomment plus d'algues que ce que nous, on consomme de salade en France, pour te donner un ordre de grandeur. Donc, ça donne une lecture de notre offre un petit peu différente. Mais pas de micro-algues. En tout cas, pas... Majoritairement des macro-algues, mais du coup, l'ouverture à l'idée de manger des algues n'a rien à voir avec ce qu'on peut avoir, nous, en Europe. Donc voilà, pour cette raison, on a ciblé l'Europe et le Japon comme nos premiers territoires de développement. Et puis par la suite, post-Serie A, on a des velléités sur d'autres marchés, au Moyen-Orient, aux États-Unis, et puis étendre en Asie autour du Japon. On a identifié le Japon comme le pays le plus prometteur pour l'Asie. Et du coup, post-Serie A, ça veut dire que tu as déjà un country manager au Japon? Comment tu... Non, aujourd'hui, on travaille avec des partenaires sur ces zones de marché. Donc, on a un prestataire partenaire qui a des bureaux au Japon et qui co-exécute avec nous de la prospection commerciale et qui nous aide à faire ce pont culturel, ce pont logistique. Donc, tu peux le voir comme un country manager externalisé presque, qui est, selon nous, la bonne approche pour commencer à aller tester des marchés à l'export, amorcer, en vue de peut-être ensuite, en effet, ouvrir des bureaux, voire monter des usines avec des partenaires locaux. C'est comme ça qu'on voit notre internationalisation à plus long terme. C'est reproduire ces unités d'édonisation sur des zones géographiques sur lesquelles il y a des très beaux bassins de culture de microalgues et surtout des marchés également demandeurs de ce type d'ingrédients. Donc Edonia, dans 10-15 ans, on l'imagine comme ça, des hubs d'édonisation accolés à des hubs de culture de microalgues dans différentes zones du monde, en Amérique du Sud. Tu as un exemple de boîte qui s'est internationalisée comme ça et dont vous pourriez, entre guillemets, pas répliquer, mais dont vous pourriez vous inspirer du playbook? C'est un modèle qui est assez exécuté par beaucoup d'entreprises industrielles qui ont l'enjeu d'être proches de la biomasse qu'ils utilisent. Donc, sans te citer d'exemple, c'est vrai pour beaucoup d'industries qui ont besoin d'être proches d'une biomasse quelconque, du bois, des algues, de certains matériaux, de se dire, en fait, on va positionner des usines au plus proche de notre vivier de matières premières, et on réplique soit nous-mêmes en montant nos propres usines, soit par de la joint venture avec des partenaires locaux. Donc nous, c'est une voie de développement qui nous intéresse. On a des discussions avec des acteurs japonais en ce sens, de se dire venons coopérer une usine sur la zone où on apporterait nous notre technologie protégée, et on s'appuierait sur la puissance financière opérationnelle de l'acteur pour la monter, la faire tourner et distribuer les produits qui en sortent. Bon, merci Hugo. Merci beaucoup, ravi d'avoir discuté avec toi. Ouais, à très vite. Et à bientôt.